Une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche, mercredi 19 novembre 2025, avec Ziad Majed, politiste franco-libanais, auteur et co-auteur d'ouvrages, d'articles et d'études sur les réformes, les transitions démocratiques, la société civile et la citoyenneté en Syrie, au Liban et dans le monde arabe. On lui doit notamment chez Actes Sud, Syrie, la révolte orpheline en 2014 et Dans la tête de Bachar al-Assad en 2018 et 2025 avec Soubi Hadidi et Farouk Mardambey. Il y présentait ce jour-là son nouvel ouvrage Le Proche-Orient, miroir du monde, comprendre le basculement en cours, publié aux éditions La Découverte. L'échange était mené par Cédric Molino-Maquetto. Bonne écoute. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci de cette présentation. Merci beaucoup à Ziad Majed de venir ici à Toulouse, dans notre ville rose, présenter donc son dernier livre, Le Proche-Orient, miroir du monde. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent déjà Ziad Majed, qui est professeur de sciences politiques à l'université américaine à Paris et qui a déjà écrit de nombreux ouvrages sur le sujet, sur le Moyen-Orient, sur le Proche-Orient. Notamment sur la guerre syrienne dernièrement. Donc les livres, il y avait Dans la tête de Bachar el-Assad, un livre qui essaie de comprendre le fonctionnement de ce dictateur sanguinaire qui a régné trop de temps sur la Syrie et également donc la Syrie, une révolution orpheline. Qui était le dernier, et puis d'autres ouvrages en anglais et en arabe également. Donc il vient présenter ici un livre qui vient tout juste de sortir, donc Le Proche-Orient, miroir du monde, qui se lit très rapidement, qui est un livre qui fait à peu près 300 pages, et qui est un bijou, on va dire, de pédagogie, de synthèse. Alors, je ne sais pas si pour ceux qui connaissent le sketch des inconnus sur le Moyen-Orient, dans lequel on parle de la complexité du Moyen-Orient, des calvinistes alaouites, de tendance bouddhiste, de Beyrouth-Ouest, du nord de Beyrouth-Ouest, etc. Bon, enfin bref, ce sketch sur une complexité, comme si le Moyen-Orient était quelque chose absolument insaisissable. Alors, non seulement ce livre est extrêmement limpide et retrace, on va dire, l'histoire contemporaine en partant de la Première Guerre mondiale, 1915, et qui va acter, on va dire, la chute de l'Empire ottoman avec la déclaration de Balfour, etc., jusque aux événements les plus récents et la diplomatie de Trump en 2025 au Proche-Orient et ses plans pour Gaza, qui est compris donc de longues pages sur le génocide à Gaza. Et en plus, souvent peut-être que cette région paraît insaisissable parce que étrangère, comme si elle était soumise à d'autres normes que celles de l'Europe occidentale. Et ce livre, et par son titre, il me semble en tout cas, mais tu rebondiras là-dessus, montre bien que c'est pas une région périphérique, mais le miroir du monde, elle est paradigmatique en fait de tensions et de reconfiguration permanente en fait qui se joue au niveau international. Donc j'ai dit ça, voilà, tu retraces dans le livre depuis la déclaration de Balfour, la chute de l'Empire ottoman, et tu actes comme ça des moments un petit peu fondateurs pour le Proche-Orient. Évidemment, la création de l'État d'Israël en 1948, les guerres israélo-arabes, celle de 67, bien sûr, la révolution iranienne en 1979, et 91, 93, avec la guerre du Golfe, les accords d'Oslo, l'assassinat de Rabin, tout ça, et voilà, on se le remet en tête, on va dire, en lisant ton livre, jusqu'à l'époque très contemporaine, qui me semble peut-être démarre 2001, on va dire, avec qui peut-être l'entrée dans le 21e siècle en tout cas,
2001, donc les attentats du 11 septembre, évidemment, puis 2003, l'invasion américaine en Irak. 2011, les printemps arabes, et puis enfin, là, ces dernières années, donc printemps arabe avec la terrible guerre en Syrie, et puis ces dernières années donc, qui ont vu le génocide de Gaza. Et tu tires des perspectives, tu essaies d'analyser aussi la diplomatie du Trump second mandat récemment. Alors, quand on fait l'histoire du Proche-Orient, c'est pas une histoire heureuse. Chaque moment fondateur, c'est des moments de guerre. Tu finis quand même par une petite note d'espoir dans le livre, donc je vais peut-être commencer par là, par la fin du livre, en disant c'est le miroir du monde, à la fois dans ce qu'il y a de pire, mais dans ce qu'il y a aussi d'un peu moins pire. Hein. Tu parles de mouvements citoyens, de ces mouvements militants qui participent quand même aussi à cette reconfiguration du monde avec des mouvements pro-palestiniens, citoyens pro-palestiniens, de solidarité avec la Palestine qu'on a vu. Alors est-ce que c'est juste pour rassurer un peu le lecteur, parce que tu t'es dit que ça allait être trop dur à encaisser quand même de finir comme ça commence. C'est la première question, on va dire, que je te pose. Est-ce que cet espoir est fin ou est-ce qu'il y a réellement un espoir ? Merci beaucoup pour cette introduction et merci à toutes et à tous d'être présents. Juste, si tu permets, au début, tu as parlé du sketch des inconnus, mais il y a aussi la fameuse déclaration du général de Gaulle. Il disait que si vous croyez que vous avez très bien compris le Liban, il parlait du Liban, c'est qu'on vous l'a très mal expliqué. Donc, c'est un peu ce que tu présentais au début. L'idée de cet ouvrage, d'ailleurs, c'était de montrer qu'à la fois l'histoire du Proche-Orient, elle est accessible et que ce n'est pas vrai qu'elle est compliquée comme toutes les histoires, elle est complexe comme toutes les histoires, mais elle est toujours accessible et compréhensible. Et souvent, derrière la volonté de dire que c'est très compliqué, on ne comprend rien, c'est aussi une façon de ne pas se mobiliser ou de se désengager, de garder une distance face parfois à l'horreur, comme on a vu ces dernières années à Gaza et comme on voit depuis très longtemps en Palestine ou en Syrie ou ailleurs. Donc l'idée du livre, c'était à partir de moments fondateurs qui à chaque fois créaient des ruptures dans l'histoire contemporaine du Proche-Orient. Et quand je dis Proche-Orient, c'est plutôt Égypte, Irak, avec évidemment un rôle iranien important, un rôle turc important. Je ne m'aventure pas trop dans ce qui concerne l'Afrique du Nord, parce que je pense à la fois qu'au niveau de la sociologie politique, il y a des différences, bien sûr, et il y a des dynamiques qui ne sont pas nécessairement centrées autour du conflit, ou ce qu'on a appelé conflit israélo-palestinien, ou ce que je qualifie de lutte palestinienne pour l'autodétermination, pour la libération et l'indépendance nationale. Donc, à partir de 8 moments, le 8e, on le vit toujours, et je pense que ces paramètres, ces éléments, ces facteurs ne sont pas tout à fait encore prévisibles ou maîtrisés, parce que Trump lui-même, il est imprévisible, parce que tout ce qui se passe, c'est des dynamiques qui s'opposent. Il y a un espoir, je vais répondre directement. Il y a beaucoup d'éléments qui ne permettent pas à cet espoir de se développer, parce que entre le génocide qui se poursuit, entre la ruine qui devient un paysage quotidien, non seulement en Palestine, c'est aussi dans le sud Liban, c'est aussi en Syrie. Les décombres font partie aujourd'hui de notre quotidien. Il y a des enfants qui naissent en ne contemplant autour d'eux que des maisons fracassées, que des villes urbicidées. Elles sont dans des tentes. La pluie, qui doit être une bénédiction dans une région qui est frappée par le changement climatique, devient un désastre. Donc il est vrai que très peu d'éléments, quand on observe le quotidien aujourd'hui, donnent à espérer ou à croire que les gens vont se reconstruire encore une fois
après les traumas, après les blessures, après les dégâts physiques dans le plus intime des gens, leurs maisons qui ont disparu, leurs souvenirs qui ont été effacés, et en plus une volonté, peut-être on va revenir à cela, de censurer même la parole qui tente de qualifier ce qui se passe, de le définir à partir du droit international et d'évoquer des solidarités, d'évoquer un miroir dans le sens positif du terme, que nous sommes humains. Ils sont à 4 heures de vol de Toulouse ou de Paris ou de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, dans ce sens-là, c'est difficile d'espérer. Après, il y a l'enseignement de Gramsci, à qui on attribue cette formule, le pessimisme de l'intellect et l'optimisme de la volonté. On a vu en même temps qu'il y a une volonté chez beaucoup de gens dans ce monde, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, au niveau des universités, y compris et surtout aux États-Unis, et à travers les syndicats, plusieurs formations et partis politiques, à travers des intellectuels, des artistes, une mobilisation, des manifestations. On a rarement vu autant de mobilisations d'ailleurs, malgré le décalage entre la tragédie ou le génocide et ces mobilisations-là. Mais depuis peut-être la guerre du Vietnam, il n'y a pas eu autant d'énergie citoyenne à travers la planète, et il n'y a pas eu autant de procès aussi pour remettre le droit international au centre de la configuration des relations internationales actuelles. Donc ça donne aussi un certain espoir, et que si jamais tous ces mouvements-là, si toute cette mobilisation se poursuit, se construit en un projet très clair, au moins par rapport à la Palestine et au respect du droit international là-bas, peut-être les rapports de force avec le temps vont changer ou vont être modifiés. Et l'autre chose qui donne espoir, c'est que malgré la ruine, malgré l'urbicide, malgré ce que certains ont qualifié de domicide, c'est-à-dire la destruction non seulement de l'espace urbain où les gens vivent, où ils construisent leurs relations sociales, où ils construisent leur avenir, mais même leur domicile, ce qu'il y a de plus intime entre leurs murs, le chez-soi, leurs souvenirs, leurs tiroirs, leurs photos, leurs biens, tout a été détruit. Et ce n'est pas la première fois, évidemment, à Gaza. Il faut rappeler que Gaza a connu une guerre en 2008, 2009, 2012, 2014, 2021, et puis une guerre qui se poursuit depuis 2023. Le secteur, qui n'est que de 363 km² est sous blocus depuis 2007. Et certains ont tenté d'empêcher même la contextualisation de tout cela en considérant que l'histoire a commencé le 7 octobre et se termine le 7 octobre. Donc tout ce qui se passe après est normal, et tout ce qui se passe avant n'a aucun sens, et l'évoquer, c'est comme si on justifie certains actes qui sont condamnables de toute façon. Donc l'espoir naît aussi à travers la résilience des Palestiniens, à travers la reconstruction permanente de cette identité palestinienne et de ce peuple palestinien. On a vu les images qui sont impressionnantes. Dès qu'on a un cessez-le-feu, les gens remontent à pied vers les ruines qu'ils avaient laissées derrière eux parce qu'ils étaient obligés, ils étaient déplacés de force pour aller vers le sud, puis de remonter vers le nord, puis de redescendre vers le sud. Et malgré cela, on voit toujours des gens qui nettoient, qui tentent de s'installer dans les conditions les plus difficiles, mais d'une manière digne. On voit des enfants courir, sourire. Donc cet acharnement pour rester vivant et pour rester la tête haute donne aussi un peu d'espoir, malgré tout ce qui est difficile, et malgré le trumpisme, qui n'est plus seulement un phénomène américain, mais qui se mondialise et qui devient de plus en plus présent dans plusieurs sociétés. Et d'ailleurs, ça c'est un autre sujet peut-être, mais Gaza a montré les limites de certaines démocraties qu'on pensait non menacées par n'importe quel événement. On voit même en France de la censure, des pressions, de l'intimidation, des conférences qu'on tente d'annuler, des manifestations qu'on tente d'annuler. Tout cela parce que des gens souhaitent s'exprimer en solidarité avec d'autres gens
qui leur ressemblent, qui sont des humains comme nous, toutes et tous, à quelques kilomètres de là. Donc, Gaza révèle beaucoup de choses dans le monde d'aujourd'hui, comme tu as dit, le pire, comme ce qui peut être de plus noble et ce qu'il y a de mieux. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit. Effectivement, quand il y a eu le 7 octobre, on n'avait pas le droit de parler de ce qui s'était passé avant. On n'avait plus le droit de parler du passé. Et parler du passé, c'était nécessairement légitimer les actes du Hamas. Donc on n'avait pas le droit non seulement même de faire l'histoire du Hamas, qui ne se réduit pas à ce qui s'est passé à ces actes du 7 octobre, et surtout voilà, l'histoire de Gaza qui subit un blocus depuis 2007 et qui est directement enfant de la Nakba en fait de 48 quoi. Les habitants de Gaza sont des descendants de la Nakba de 48. Et en termes toi tu rétablis donc dans ton livre tu essaies de rétablir des continuités historiques, en même temps de percevoir des points de rupture. Alors, la question que je me suis posée en te lisant, c'est est-ce que en termes de rupture et de continuité, comment est-ce qu'on analyse en fait le temps présent ? On a l'impression que le génocide à Gaza, finalement, les germes sont déjà présents en 1936 avec la répression des révoltes palestiniennes de 1936, tandis que les attentats terroristes de la Haganah, de l'organisation terroriste sioniste de la même époque, va être laissé tranquille par les Britanniques, que c'est comme une répétition de la Nakba de 48. On peut aussi avoir l'impression finalement que la diplomatie de Trump, elle est certes très agressive sur le plan verbal, mais celle de Biden, plus discrète, elle ne donnait pas de meilleurs résultats et conduisait peut-être aux mêmes choses. Donc est-ce que c'est la juste continuité de ce qui se passait auparavant, ou est-ce que vraiment le 7 octobre révèle une rupture profonde dans le cours de l'histoire actuelle ? Alors, moi, je pense qu'il y a évidemment une continuité, comme tu le dis, de 1917, bien avant la Nakba ou bien avant la Deuxième Guerre mondiale et les horreurs de cette guerre, donc l'Holocauste, les crimes barbares des nazis et les complicités parfois de certains gouvernements européens avec ces crimes-là. Il me semble que 1917 est le moment fondateur par rapport à ce qui va suivre, puisque là, on a un projet colonial qui s'articule avec un autre projet. Et la formule de Henri Laurence, qui cite des responsables sionistes, comme quoi un problème européen ou une question européenne, l'antisémitisme, va se transformer en un problème ou en une question palestinienne. Donc on a déplacé l'antisémitisme et ses atrocités pour en créer sur une autre géographie et au sein d'une population qui n'a rien à voir avec l'antisémitisme européen et ses conséquences, on crée un problème là-bas et ça s'articule avec un projet colonial britannique qui, dans le temps, évidemment, voulait arriver vers l'Inde et donc cette région est très stratégique, mais qui était aussi dans d'autres dynamiques d'expansion capitaliste, etc. Donc ça commence là, il y a une continuité depuis. La Nakba est une deuxième séquence et la Nakba a eu lieu bien avant 48 parce que ça c'est aussi important. On évoque souvent que la Nakba c'est 48 après la première guerre et l'intervention des armées arabes. Sauf que tous les documents historiques montrent que la Nakba c'est 47, 48, où la majorité des villages palestiniens ont été rasés parfois ou détruits ou la population déportée, jusqu'à la déclaration de l'indépendance d'Israël en 1948, suivie par la guerre. Donc ce n'est pas après la guerre que les Palestiniens sont partis parce que les armées arabes les ont invités à partir. Non, ça a eu lieu avant, et le nettoyage ethnique de la Palestine, comme l'a qualifié Walid el-Khalidi ou Rachid el-Khalidi ou plus tard Ilan Pappé et autres, avait déjà commencé en 1947. Et la guerre de 1967, c'est une guerre où l'expansion
territorial du sionisme se confirme avec Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza, donc toute la Palestine mandataire ou la Palestine historique, avec en plus le Sinaï et le Golan syrien qui restent occupés jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on a une série d'autres développements avec la colonisation financée, soutenue par les gouvernements successifs, de gauche comme de droite, mais il est vrai que quand c'est la droite qui est au pouvoir, les budgets sont plus importants et l'armée, elle est encore plus déployée là-bas pour protéger les colons et leurs agressions. Mais il y a une continuité dans ce sens avec des vétos américains qui se poursuivaient et avec des alliances qui commençaient européennes en soutien à Israël, qui devenaient plus américaines et qui, aujourd'hui, pendant un moment, on n'a pas très bien vu la différence entre certaines positions américaines et certaines positions allemandes ou françaises ou britanniques ou autres. Plus tard, avec les atrocités à Gaza, les choses ont commencé un peu à changer par rapport aux positions françaises et européennes et dans d'autres régions du monde. Donc il y a une continuité, mais il y a une rupture aussi, à la fois causée par l'après 11 septembre. Je pense que là, il y a un changement. Parce que c'est la terminologie du terrorisme qui va occuper beaucoup plus d'espace au niveau de son instrumentalisation et des justifications des guerres après le 11 septembre, parce que George Bush, suite au 11 septembre, a inventé un phénomène qui est la guerre contre quelque chose qui ne se définit pas au niveau territorial. Il n'y a pas une temporalité. Les guerres, en général, c'est contre des entités. Ça peut être limité par un territoire, par un temps politique. Là, c'est une guerre contre le terrorisme, donc c'est une guerre sans fin. Et chaque régime, chaque gouvernement peut l'utiliser pour justifier ses actes contre ses adversaires. La Russie va l'utiliser contre les Tchétchènes. Beaucoup de régimes arabes vont l'utiliser contre leurs oppositions. Et bien sûr, Israël, dès le début, Ariel Sharon avait dit, il était Premier ministre lors du 11 septembre, il dit Yasser Arafat, c'est notre Osama Ben Laden. Et donc nous sommes en guerre contre le terrorisme. Ce que vous vous permettez, lors de cette guerre, nous avons le droit aussi de le pratiquer. Et il faut rappeler que dès cette guerre-là, plusieurs formes d'exceptionnalisme au niveau du droit ont eu lieu. Les Américains ont mis en place ce qu'on appelle le Patriot Act, qui contredit dans certains de ces aspects la Constitution américaine, donc le droit d'espionner, de suivre, de traquer des gens sans toujours des ordres de la justice, prétendant que c'est pour protéger le sol américain des terroristes. La prison de Guantanamo a été mise en place. Elle échappe à toute supervision juridique américaine. Des conventions comme la Convention de Genève, la troisième convention qui protège les prisonniers de guerre, va être, sans le dire, suspendue, puisqu'on crée une catégorie qui n'est pas celle des prisonniers de guerre, qui est celle des terroristes. Ils ne sont pas protégés. On peut faire ce qu'on veut avec eux. Et on voit aujourd'hui les mêmes logiciels mis en place durant cette guerre génocidaire à Gaza. Des prisonniers palestiniens sont torturés et il y a une centaine qui sont déjà morts sous la torture. Le Knesset israélien veut passer une loi qui permet l'exécution de ce qu'il qualifie de terroristes palestiniens. La destruction massive à Gaza, même dès le début, avant que ça se transforme en véritable génocide, utiliser les mêmes arguments d'une guerre contre les terroristes, et d'ailleurs ça a été justifié en France ou ailleurs par le même qualificatif, avec des comparaisons avec le 13 novembre, avec les attaques qui ont eu lieu au Bataclan. Donc réduire tout un contexte politique et toute une configuration politique historique à un acte qui a eu lieu pendant quelques heures pour justifier tout ce qui suit était dans un sens un génocide annoncé qui allait avec toutes les déclarations israéliennes. Dès le 9 octobre, Gallant, le ministre de la Défense, répétait que ni électricité, ni eau, ni médicaments, ni nourriture, rien ne va rentrer. Nous faisons une guerre avec des animaux humains. Human animals. Donc, quand il y a ce genre de terme qui est utilisé pour qualifier les autres, les ennemis, les adversaires, ce n'est pas pour les affaiblir comme les guerres
en général, cherchent à affaiblir l'adversaire, l'ennemi, pour peut-être un jour négocier ou trouver un accord ou un compromis. C'était pour anéantir. Donc la volonté d'anéantir, ou bien dire que c'est une guerre entre le mal et le bien, et Bush l'avait dit aussi le 11 septembre, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec Ben Laden, nous sommes le camp du bien, ils sont le camp du mal. Un peu comme Ben Laden aussi, qui considère que le monde est clivé, il y a un clivage entre deux camps, du mal et du bien. Donc cette logique-là est une logique qui peut permettre à un génocide d'avoir lieu, surtout quand il y a les moyens physiques, militaires, matériels pour concrétiser. La volonté de censurer la contextualisation le 7 octobre, elle est non seulement, elle contredit ce qui va se passer après, parce que ceux qui ont soutenu Israël durant cette guerre répétaient souvent que les actes génocidaires israéliens, c'est à cause du 7 octobre. Tandis que ceux qui tentaient de dire que oui, mais le 7 octobre, c'est en partie aussi une conséquence de plusieurs guerres, d'un blocus, d'une humiliation, d'une brutalisation des Palestiniens, d'une occupation, d'une Nakba, puisque une grande partie des habitants de Gaza sont des descendants des réfugiés de 48, 47, 48. Tout cela n'était pas autorisé. Moi, je pense que dès le début, c'était très simple de répondre à la question du 7 octobre. Le 7 octobre, si on prend le droit international comme seul critère pour tout, le 7 octobre, il y avait une phase qui est considérée légitime, c'est-à-dire les attaques contre des positions militaires israéliennes. C'est un acte guerrier. Et il y a une phase dans laquelle des crimes de guerre ont eu lieu, et certaines organisations internationales qualifient certains actes de crimes contre l'humanité, c'est-à-dire quand les kibbutz et la rave party, le lieu où il y avait des célébrations musicales et autres, là, c'était des civils visés, donc c'est des crimes de guerre, point. Appliquons la même logique qui se base sur le droit international, sur tout ce qui précédait et tout ce qui a suivi. Et là, on a déjà un grand champ d'études qui a été fait par des experts du génocide, par des organisations internationales, par des commissions onusiennes. On a Human Rights Watch qui qualifie ce qui se passe de génocide, Amnesty qui qualifie ce qui se passe de génocide, Médecins sans frontières qui qualifie ce qui se passe de génocide. Toutes les commissions onusiennes, sans exception, l'ont fait un peu plus tard. La rapporteure des Nations Unies pour les territoires occupés, Francesca Albanese, l'a fait à maintes reprises. Et finalement, l'association des experts du génocide a voté à 86% que ce qui se passe à Gaza est un cas d'étude de génocide. Donc la question n'est pas une opinion politique. Il y a un travail qui se fait pour montrer qu'il y a une intention génocidaire, qu'il y a des actes génocidaires, détruire les sources d'eau potable, détruire les hôpitaux, détruire les dispensaires, détruire les écoles, détruire les universités, détruire tous les sites archéologiques qui montrent le passé, la culture, l'existence des Palestiniens, empêcher l'eau et les médicaments et les vaccins de rentrer dans le territoire, occuper aujourd'hui et continuer à occuper. Vous savez que 50% du secteur est toujours sous occupation militaire israélienne. Les 50% des territoires toujours occupés sont les territoires fertiles, là où l'agriculture peut avoir lieu, là où les gens peuvent se nourrir. Le reste, ce qui n'est pas occupé directement par les Israéliens, mais qui de temps en temps est bombardé par leurs drones ou par leur aviation, c'est soit les espaces urbains qui ont été détruits, ce qu'on appelle urbicidés, soit des zones où il n'y a pas d'agriculture parce que c'est très proche de la mer, il y a beaucoup de sable. Les zones agricoles sont toujours sous contrôle israélien pour garder les Gazaouis totalement sous la merci de l'aide humanitaire qui rentre. Et cette aide-là, elle passe par des checkpoints israéliens. Un jour, on ferme. Un jour, on dit non, il n'y aura pas de 600 camions, seulement 200 camions. Un autre, 300. Puis on ferme de nouveau. Donc, garder les Palestiniens dans leur existence même, non pas dans un mode de vie confortable, dans l'existence, les garder sous contrôle israélien. C'est pour ça que le génocide se poursuit. Et il était insupportable de voir la légèreté de certains politiques, de certains journalistes,
qui transforme la question en une question d'opinion. Oui, mais moi je ne pense pas que c'est un génocide. Mais alors, ça change quoi si vous pensez ou vous ne pensez pas? La seule question qui est importante dans cette négation et dans cette nouvelle forme de négationnisme aujourd'hui, c'est pour ne pas respecter la signature des pays qui ont signé le traité qui cherche à prévenir le génocide. Parce que la Convention de 1948, par rapport au génocide qui le définit très bien, et les États qui ont signé cette convention doivent intervenir s'il y a un risque génocidaire. Et c'est exactement ce que la Cour internationale de justice, dans les décisions provisoires, quand il y a eu le procès qui est en cours de l'Afrique du Sud, elle a tout de suite dit aux États signataires qu'ils doivent prendre des décisions et des mesures pour ne pas permettre à un génocide de se développer. On était en décembre 2023, janvier 2024. Aucune des demandes et des recommandations de la Cour internationale de justice par rapport aux signataires du traité n'a été respectée. Les livraisons d'armes ont continué. Il n'y a pas eu de pression pour mettre fin au bombardement. Il y a eu des vétos américains au niveau du Conseil de sécurité pour ne pas permettre des résolutions. Et jusqu'à maintenant, il y a des livraisons d'armes. D'ailleurs, avant-hier, je pense, l'Allemagne a annoncé officiellement la reprise de certaines livraisons qui étaient gelées, en considérant que maintenant le cessez-le-feu permet cette reprise de livraison. Et je suis d'accord avec toi par rapport à Biden-Trump. Biden a financé en partie la machine de guerre israélienne durant ce qui est resté de son mandat. Trump a continué. Et c'est vrai que Trump, peut-être, il dit d'une manière assez vulgaire et directe ce qu'il pense, tandis que les autres le disent un peu moins ou parfois peuvent même condamner tout en laissant faire. Mais il y a quand même quelque chose qui change. Moi, malheureusement, je crois que son projet de Riviera, que Biden n'aurait pas osé proposer, et il n'avait même pas en tête, je pense qu'il est toujours sérieux et il veut le réaliser, mais il ne peut plus le dire comme avant parce que ça a créé beaucoup de réactions dans le monde, mais il peut le faire d'une manière plus perverse et différente. Il y a aujourd'hui, on estime, à 60 millions de tonnes les débris à Gaza. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Les propositions de ce projet de Riviera, c'est qu'on les met dans la mer. Donc on crée des îles artificielles qui ne vont pas appartenir aux Palestiniens dans la logique de Trump, et on construit des tours, on construit des ports de loisirs, des zones pour les riches qui veulent venir à l'est de la Méditerranée. Comme Trump a dit, c'est magnifique cette zone-là. Et ils sont capables de le faire. Et si on va dans l'anthropologie politique ou dans l'analyse de qui sont ces gens-là qui travaillent sur le Proche-Orient du côté américain, Trump lui-même est venu de l'immobilier à la politique. C'est M. Trump Tower. Son envoyé spécial au Proche-Orient, Witkoff, c'est un monsieur de l'immobilier avant de faire une carrière politique. Ce n'est pas un diplomate. L'envoyé pour le Liban et la Syrie, Tom Barak, c'est un milliardaire comme Trump de l'immobilier et qui a essayé beaucoup d'affaires dans le Golfe, notamment à Dubaï. Donc, l'idée de Dubaï, pourquoi pas dans les îles artificielles de Gaza? C'est Trump qui l'a dit lui-même et d'une manière directe. Le gendre de Trump, qui gère toute la question israélo-palestinienne, Kushner, c'est un monsieur de l'immobilier. Son père est l'ambassadeur américain en France. C'est lui qui a répondu à Macron quand Macron évoquait la reconnaissance de la Palestine. Pourquoi vous ne la reconnaissez pas à Monaco ou sur la Côte d'Azur? Vous voyez le niveau. Et toute cette idée des agents immobiliers qui font de la politique, pour eux, et comme pour Trump, il n'y a pas une question politique, il n'y a pas une question juridique, il n'y a pas une question éthique, il n'y a pas un peuple et un droit à l'autodétermination. Il y a des projets possibles sur une terre rasée, et il dit que la vie n'est plus possible là-bas, on va la reconstruire pour eux, et puis on va avoir quelques îles et quelques projets. Donc la logique, elle est nouvelle, y compris du côté américain par rapport à l'approche vis-à-vis de la question palestinienne. Et cela fait écho aussi aux tentatives israéliennes
qui n'ont pas arrêté non plus, de pousser le plus grand nombre possible des Gazaouis de quitter le territoire. Vous avez probablement suivi maintenant l'affaire de ces vols mystérieux, soit vers l'Afrique du Sud, soit ils ont tenté vers l'Indonésie. Ils ont déjà contacté des pays comme la Somalie, le Soudan du Sud, certaines formations libyennes qui existent, promettant de l'aide économique s'ils prennent des Gazaouis. Et il y a toujours l'argument israélien que la vie là n'est plus possible. N'est plus possible, comme s'il y avait une catastrophe naturelle. On l'a rendu pas possible pour les pousser après, s'ils ont les moyens, à partir. Et avec des sociétés écrans ou des escrocs comme ceux qui organisent maintenant les vols vers certaines destinations où on veut... Donc, encore une fois, la résilience des Palestiniens est très importante et surtout, la solidarité avec les Palestiniens est plus que jamais importante aujourd'hui pour permettre à ceux qui ont survécu ce génocide de rester chez eux et de pouvoir se reconstruire chez eux comme ils l'ont toujours fait et comme ils vont le faire encore une fois. Mais il est peut-être temps aussi que ça soit la dernière fois et que les Palestiniens ne doivent pas continuer à subir, une génération après l'autre, les désastres et les catastrophes causés par des politiques et causés par un État colonial soutenu par plusieurs États occidentaux et soutenu aussi par la lâcheté des régimes et des gouvernements arabes. Et par aussi beaucoup d'États dans le monde qui soit ont peur des réactions américaines, soit ont des intérêts. Et il suffit de voir aussi, et ça c'est dans le 3e rapport de Francesca Albanese, les complicités économiques avec le génocide. Non seulement l'industrie militaire, ce qui est évident, on a besoin de produire des armes, et certains fabricants d'armes aujourd'hui sont tellement fiers de leurs produits en disant que ça a été utilisé, ce n'est pas théorique, vous pouvez voir les conséquences. Gaza a été un laboratoire dans ce sens-là, direct pour ces gens-là. Trump lui-même, si vous l'avez écouté au Parlement israélien, à la Knesset, quand il a dit à son ami Bibi, il lui a dit, tu m'appelais chaque matin, tu me disais, ah Donald, je veux ça, le menu des armes. Tu évoquais même des armes que je n'avais pas la connaissance de leur existence, mais tu les as très bien utilisés, vous avez fait un travail formidable. Il a dit, mot à mot, vous pouvez le trouver sur YouTube. Donc, il y a la complicité de tout le complexe industrio-militaire. Il y a des actionnaires dans plusieurs compagnies qui ont fait de l'argent aussi à travers, soi-disant, l'aide humanitaire. Donc, la fondation américaine qui a été créée pour distribuer de l'aide humanitaire et où il y avait des tireurs qui tiraient sur les Palestiniens, comme les Hunger Games, le programme qu'on pensait être impossible, mais juste... Ça a été réalisé, on tirait sur des gens affamés qui allaient chercher de la farine et du riz pour leurs enfants. Il y a beaucoup de possibles aussi des sociétés au niveau de la reconstruction qui cherchent à trouver un moyen pour être sur le marché, quel genre de reconstruction, quels seront les contrats. Donc il y a une dimension économique aussi. N'en parlons pas de tous ceux qui ont toujours une présence dans les colonies illégales de la Cisjordanie, où plusieurs sociétés, plusieurs banques, plusieurs coopérations existent avec les colons et les colonies qui sont qualifiés par la Cour internationale de justice comme illégales. Et non seulement ça, la Cour internationale de justice a été jusqu'à qualifier le régime d'occupation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est de régime d'apartheid. Et apartheid, ce n'est pas juste pour utiliser le terme, ils ont montré comment à la fois il y a deux systèmes de loi dans cette zone, un système pour les colons et un système pour les Palestiniens. Donc déjà, il y a une séparation au niveau de la juridiction. Et puis, il y a une séparation au niveau de l'espace. Les Palestiniens n'ont pas le droit d'utiliser les mêmes autoroutes et les mêmes routes et les mêmes checkpoints qu'utilisent les colons. Il y a tout un système, tout un réseau d'autoroutes qui connecte la Cisjordanie à Israël, qui est exclusivement pour les colons et pour l'armée israélienne. Et ce réseau-là est construit sur des terres palestiniennes, où seulement les colons
peuvent passer. Les checkpoints, une distance qui peut être en une demi-heure en voiture, peut prendre 12 heures, 13 heures pour les Palestiniens parce qu'ils doivent passer via plusieurs checkpoints et on peut fermer le checkpoint et leur dire revenez demain. Le mur de séparation qui a fragmenté l'espace et séparer parfois des villages de leurs terres agricoles, des enfants de leur école. Ils doivent prendre un bus, faire des heures pour arriver de l'autre côté du mur. Donc, tout un système est fait pour pousser aussi les Palestiniens de la Cisjordanie à partir, et malgré cela, ils sont toujours là. Il faut rappeler la démographie qui est l'obsession israélienne. Il y a 7,5 millions à peu près de Palestiniens qui sont toujours chez eux en Palestine. Il y a 2 millions, un peu plus à Gaza. Il y a 3 millions en Cisjordanie, et il y a plus de 2 millions Palestiniens citoyens d'Israël, donc toujours en 48. Et cette présence démographique est aussi un des éléments de l'espoir palestinien. Ils n'ont pas quitté leur terre malgré toutes les pressions et tous les crimes. Ils sont là-bas, ils vont rester. Et un jour, peut-être, une autre conscience politique va modifier la configuration actuelle. Ziad Majed, auteur de l'ouvrage Le Proche-Orient, miroir du monde, comprendre le basculement en cours, édition La Découverte, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, mercredi 19 novembre 2025. Dernière remarque, question, puis après on laissera la parole au public. Donc effectivement, moi, je suis assez convaincu par ce que tu as dit, c'est-à-dire ce bafouement du droit international marque quand même une rupture. Il a toujours été fragile, mais là, il est anéanti. Alors tu parles de logique d'exception permanente dans ton livre, c'est-à-dire que là, ça va être l'évocation ou l'application du droit qui va devenir absolument exceptionnelle. Et les discours probablement très agressifs de la diplomatie trumpienne, mais pas seulement, parce que c'est suivi par tout un tas de dirigeants dans le monde, et Netanyahou n'est pas le dernier, probablement permettent aussi l'ampleur des horreurs absolument insoutenables que tu as évoquées et qui sont déroulées à Gaza. Et dès le 7 octobre, tu as évoqué dans l'attaque du 7 octobre, ces deux moments en fait dans l'attaque du Hamas que juridiquement on devrait qualifier, c'est-à-dire l'attaque de militaires, et après l'attaque et le massacre de civils. Il me semble que dès ce moment-là, il y a eu une volonté de faire fi du droit, et même du point de vue des familles israéliennes, des familles des victimes, ils ont réclamé non seulement une enquête pour les responsabilités internes de la sécurité israélienne, bon, ça c'est une chose, mais également pour déterminer les responsabilités claires du point de vue du côté palestinien. Est-ce que les massacres, est-ce qu'il y a eu de l'opportunisme de civils? Est-ce que c'était commandité par qui? Par l'ensemble des responsables du Hamas, la branche politique, la branche militaire, etc. Et cette enquête-là n'a jamais pu en fait advenir, aboutir, ce qui fait que les responsabilités du côté du Hamas, il me semble en tout cas, tu pourras rebondir, non pas qu'il n'y a aucune responsabilité, c'est pas du tout ce que je veux insinuer, mais elles ne sont pas juridiquement établies, clarifiées, qui est responsable de quel type d'opération, est-ce que les massacres étaient opportuns ou commandités. Et pourtant, il me semble que si on est attaché au droit, c'est des choses, on parle de crimes de guerre, voire pour certains organismes internationaux de crimes contre l'humanité, ce serait une chose absolument fondamentale à établir. Mais le génocide a fait qu'aucune enquête n'a été possible. Donc d'emblée, le droit bafoué, y compris même du point de vue, on va dire, de l'intérêt des victimes, des familles des victimes, ça aurait été quelque chose d'important. Tu pourras rebondir là-dessus. Peut-être la dernière question que je voudrais te poser, donc pour déplacer un peu la question là, de Gaza, mais qu'est-ce qui reste en fait des printemps arabes aujourd'hui? J'aurais voulu avoir ton avis là-dessus. Parfait. Alors, juste par rapport au droit international, il est sûr et clair que le droit international a été conçu après la Deuxième Guerre mondiale
par les Occidentaux. Et je pense que dans la tête des juristes, il s'agissait surtout des Occidentaux. Never again, ou plus jamais, c'était plus jamais en Europe, plus jamais en Occident. Je ne pense pas qu'il y avait une volonté tellement universaliste quand les accords ont été signés. On parle du droit international humanitaire, c'est-à-dire des 4 conventions de Genève de 1949. On parle de la convention pour prévenir du génocide, contre le génocide de 1948. Puis on parle d'une série de conventions par rapport aux réfugiés, par rapport à la torture. Il va y avoir beaucoup, une véritable construction juridique et des mécanismes aussi. Donc non seulement il y a le Conseil de sécurité qui donne à 5 États le droit de veto, et ces 5 États, États-Unis, Russie, Chine, Grande-Bretagne, France, sont souvent les grands exportateurs d'armes dans le monde depuis, et que le droit de veto aujourd'hui n'a plus aucun sens. S'il était censé, durant la guerre froide, d'éviter le pire, aujourd'hui il est utilisé régulièrement pour protéger des alliés. Donc les États-Unis, 56 fois, ont utilisé le veto s'agissant d'Israël. La Russie l'a utilisé à 13 ou 14 reprises pour protéger le régime Assad. Et la Chine peut l'utiliser, la France peut l'utiliser, la Grande-Bretagne, selon leurs intérêts et parfois contre la volonté de la grande majorité de l'Assemblée générale. Donc il est devenu un grand problème. Mais pour revenir à la question aussi des mécanismes qui ont été mis en place, donc la Cour internationale de justice et puis la Cour pénale internationale. Quand il y a eu les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale, le procureur Karim Khan avait demandé des mandats d'arrêt contre 5 personnes. Benjamin Netanyahu, Olaf Gallant, son ancien ministre de la Défense, et 3 responsables du Hamas, Ismail Haniyeh, Mohamed Deif et Yahya Sinwar. Alors, les 3 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Donc, les mandats d'arrêt qui peuvent enquêter, si tu veux, et cherche à clarifier ce qui s'est passé le 7 octobre, on n'a plus les moyens pour aller plus loin. Du côté des Israéliens, Netanyahou et Gallant, et c'est là où la question aussi de l'exceptionnalisme s'installe. Karim Khan lui-même a dit dans un entretien, le procureur général de la Cour internationale de la Cour pénale internationale, qui est aujourd'hui sous sanction américaine à cause de ses mandats d'arrêt contre Netanyahou et Gallant, il a dit qu'il a reçu beaucoup d'appels de responsables occidentaux qui lui disaient, en anglais le terme c'est thug, c'est-à-dire le voyou, le criminel voyou, si vous voulez. Et ils lui ont dit, écoute, la Cour pénale internationale a été faite pour arrêter des thugs, donc des criminels voyous africains, arabes et autres. Mais si vous touchez aux nôtres, c'est-à-dire les Israéliens, c'est une autre affaire. Il a dit dans le Guardian, son entretien. Le monsieur a été sanctionné par les États-Unis. Vous savez ce que ça veut dire sanction américaine aujourd'hui? C'est terrible. C'est pas juste. Premièrement, ses avoirs ils ne sont pas confisqués, mais sont gelés, même si les avoirs sont en Europe. Parce qu'il peut aller à la banque retirer du cash à des certaines limites, mais il ne peut plus utiliser sa carte bancaire. Il ne peut plus faire des transactions financières, parce que tout passe par la Banque centrale américaine et par le New York. Et il ne peut plus utiliser son téléphone, les applications Apple, parce que Apple, c'est américain. Il ne peut plus avoir accès à son mail. C'est Microsoft ou Google. Il ne peut plus évidemment avoir accès au sol américain, etc. Je ne dis pas ça par sympathie avec lui, loin de là, mais les sanctions, cette idée-là qu'on sanctionne non pas ceux qui sont accusés de crimes de guerre ou de crimes de génocide, mais on sanctionne les procureurs ou les juges, parce qu'il y a eu après tous les juges de la Cour pénale internationale qui ont subi les mêmes sanctions. Il y a une interview dans Le Monde. Exactement. Ce midi, non, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. D'accord. De ce midi d'un procureur de la Cour pénale internationale qui explique toutes ces sanctions. Il ne peut plus aller sur Airbnb, il ne peut plus faire de commandes sur Amazon. Ouais. Pardon, excusez-moi. Non, je disais qu'il y avait une interview dans Le Monde qui date de ce midi d'un juriste de la Cour pénale internationale qui explique toutes les sanctions personnelles en fait qu'il a eues. Donc effectivement, tu l'as dit, bancaire, il peut plus aller sur Airbnb, il peut plus aller sur Amazon, il peut Airbnb, extrêmement Amazon, gêné dans son quotidien. Oui, c'est boycott par beaucoup de militants de toute façon. Non, mais peu importe. Mais je comprends. Non, mais l'idée, si vous voulez. Non, mais au-delà des exemples des sociétés, non, la question c'est que la logique
c'est de sanctionner non pas les accusés de crimes, mais ceux qui cherchent à les amener en justice, à les traduire en justice. La même chose s'est passée avec Albanese, qui est aussi sous sanction américaine. Et cette volonté donc de viser des gens qui doivent faire respecter la loi, ça c'est aussi c'est nouveau. C'est nouveau non pas parce que ceux qui étaient avant ne voulaient pas le faire, mais parce que cette fois ça a visé Israël. Et donc ça montre à quel point aussi l'État israélien est protégé par une série de décisions, de politiques américaines, occidentales, contre le droit international qui a été conçu par les Occidentaux eux-mêmes. Mais dès que ça a dépassé une certaine limite et dès que ça peut menacer des alliés ou des gens qui sont considérés les nôtres, alors non, stop. Et si vous osez franchir la ligne, c'est vous qui allez être sanctionné, et on le voit aujourd'hui. Et ça, c'est du jamais vu. Et ça, c'est aussi une nouveauté par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Pour l'enquête du 7 octobre, et tu as tout à fait raison de le rappeler, les familles avaient à maintes reprises réclamé des enquêtes. C'est surtout par rapport au fait que Netanyahou, les jours avant le 7 octobre, avait déployer une partie de l'armée qui était autour de Gaza, qui participait au blocus de Gaza, au siège de Gaza, en Cisjordanie. Pourquoi ? Parce que toute l'année 2023, c'est une année durant laquelle les colons ont accéléré les constructions illégales et ont attaqué d'une manière encore plus féroce les Palestiniens. C'est une année record au niveau des attaques, au niveau de nombre de victimes civiles palestiniennes en Cisjordanie. Et Netanyahou a envoyé l'armée pour renforcer les colons et les protéger, ce qui a fragilisé les lignes israéliennes autour de Gaza. Et c'est ce que Netanyahou ne veut pas reconnaître, en considérant qu'il y avait une fête religieuse, donc pas tous les soldats étaient là, etc. Après, pour le 7 octobre lui-même, on a besoin évidemment de retravailler le sujet. Est-ce que tout ce qui s'est passé après la chute des positions militaires israéliennes permettant le chaos qui a régné et donc l'entrée vers les kibbutz, et puis découvrir qu'il y a une fête musicale à côté. D'ailleurs, la fête devait se terminer jeudi, je pense. Les organisateurs ont demandé qu'elle dure 2 jours de plus parce que les gens ne voulaient pas partir. Donc, une série un enchaînement d'événements a fait que, il faut le dire sans hésitation, que des centaines de civils israéliens ont été tués, d'où le qualificatif dans le même droit international de crimes de guerre, et voire de crimes contre l'humanité. La différence, c'est que les crimes de guerre, c'est quand il y a un acte guerrier et il y a des civils qui sont ciblés, on considère ça crime de guerre. Quand il y a des civils qui sont visés sans acte guerrier, ça peut être un crime contre l'humanité parce qu'il n'y avait pas des échanges de tirs ou des combats, etc. Le génocide, c'est encore autre chose dans le sens où il y a une volonté de détruire d'une manière systématique et déclarée un groupe ou une partie du groupe. Donc l'argument comme quoi, oui, mais le génocide des Tutsis, c'était 1 million, que l'Holocauste et les atrocités barbares des nazis contre les Juifs européens, c'était 6 millions, donc on ne peut pas comparer 100 000 ou 60 000 ou 80 000 Palestiniens à ces atrocités-là. Cet argument ne tient pas. D'ailleurs, toute la convention pour la prévention contre le génocide en 1948 a été faite pour ne pas répéter des génocides à l'ampleur qu'on a vu durant la Deuxième Guerre mondiale. Par contre, détruire les conditions de vie et tuer certainement plus de 100 000 Palestiniens. Et d'ailleurs, quel mépris quand on mettait en doute les chiffres. Ah oui, mais est-ce qu'ils sont 50 000 ou 45 000 ? Ça, c'est les chiffres du Hamas. Ce sont des chiffres qui ont été documentés et approuvés et acceptés par toutes les organisations internationales. Et les études, même aujourd'hui, de certains journaux médicaux comme Lancet, à Londres, de certaines commissions, montrent que le chiffre est beaucoup plus élevé de toute façon, parce que non seulement il y a les victimes directes des bombardements, et quand on évoque 60 000 ou 65 000, ils sont documentés, on connaît les registres, les hôpitaux les ont identifiés. Il y a des milliers qui n'ont pas été identifiés, et puis on estime à 10 à 12 000 de corps qui sont toujours sous les ruines, sous les décombres des bâtiments. En plus, on n'a aucune estimation du nombre des maladies ou des malades chroniques
qui ont décédé parce qu'il n'y a plus d'hôpitaux, tout simplement, parce qu'il n'y a plus de soins, parce qu'il n'y a plus de médicaments. On ne connaît pas les accidents qui peuvent avoir lieu dans des tentes avec une manipulation d'un fil électrique, puisqu'il n'y a plus d'électricité normale. Quand on est déplacé dans une guerre, il peut y avoir beaucoup d'accidents parce qu'on est dans des lieux où on ne maîtrise pas tous les paramètres de sécurité de la vie quotidienne. Donc certainement, les chiffres sont beaucoup plus importants. Et sur une telle petite surface, 363 km², avec une telle densité démographique, 2,2 millions à peu près, avec 20% du territoire où l'armée israélienne a coincé toute la population de Gaza, puisqu'ils leur demandaient de partir par-ci, par-là, avec l'argument de leurs avocats à la Cour internationale de justice que le fait qu'on leur donnait des ordres pour partir, ça veut dire qu'on ne voulait pas les tuer et les détruire. Ça, c'est aussi faux au niveau juridique, parce que, figurez-vous, ils leur donnaient les ordres, parfois, par email. Qui consulte son mail durant le bombardement? Ou bien ils leur donnaient des QR codes qu'ils devaient, avec leur téléphone, scanner pour savoir dans quel carré, avec Gaza qui est en 100 carrés, où il faut se réfugier. Là, vous n'allez pas être bombardé. Et pire, parfois, quand ils arrivaient là-bas, ils étaient bombardés. Et l'aviation qui bombardait des tentes. Donc, il n'y a même pas une structure opaque qui protège contre les... Ce qui fait que le crime de génocide est maintenant presque un consensus au niveau juridique. Reste que politiquement, il y a le négationnisme qu'on connaît dans d'autres contextes et que certains tentent de préserver aujourd'hui comme narratif pour ne pas assumer les responsabilités et pour ne pas accepter que les auteurs de ces génocides soient traduits en justice comme il le faut. Pour les révolutions arabes ou les printemps arabes, je souhaite dire deux choses. La première, aujourd'hui, et avant de parler directement de ces révolutions et des contre-révolutions et des échecs des transitions, aujourd'hui, il y a une nouvelle carte géographique aussi qui dépasse le cadre palestinien, qui s'impose dans le sud Liban et qui s'impose dans le sud de la Syrie. Israël, aujourd'hui, occupe des zones dans le sud Liban, 5 points militaires et 4000 mètres carrés. On peut dire que ce n'est pas une grande surface, 4000 mètres carrés, mais ils ont construit un mur tout au long de la frontière libanaise, pas tout au long, mais dans un certain secteur au niveau de la frontière libanaise, ils ont construit le mur dans le territoire libanais. Comme ils ont fait pour le mur de séparation en Cisjordanie, il est en Cisjordanie même et non pas sur la dite frontière de 1967, celle qui devait être respectée selon la résolution onusienne 242 de 1967. Donc ils ont construit un mur au Liban, il y a une occupation militaire de 5 positions au Liban et il y a chaque jour à peu près des raids aériens. Hier, dans le camp de réfugiés palestiniens de Ain Helwe, 14 personnes ont été tuées. Aujourd'hui, un civil a été tué dans le sud. Avant-hier, il y a eu un directeur d'école qui a été tué juste à la sortie de son école. Donc c'est presque quotidien. Du côté de la Syrie, il y a un territoire qui a été occupé au-delà du Golan, déjà occupé et annexé par Israël, et les Israéliens disent qu'ils ne vont pas se retirer, sauf si la Syrie adhère aux accords d'Abraham, les fameux accords de Donald Trump. Pour les Syriens, c'est difficile. Donc, pour le moment, il y a aussi une impuissance du côté libanais comme syrien de faire face à ces violations-là. Militairement, le rapport de force ne permet pas des affrontements. Les sociétés sont fatigués, vulnérables, divisés aussi. Le droit international ne protège pas. Les Européens ne jouent pas un rôle différent. On a tout laissé aux envoyés américains qui transmettent des messages israéliens, qui ne transmettent pas des messages de médiation ou de respect du cessez-le-feu. Et donc, toute la configuration régionale aujourd'hui est inquiétante, même si on peut toujours espérer qu'avec le temps, les résiliences qu'on connaît de ces sociétés qui ont connu des moments très difficiles, peut-être pas aussi difficiles que Gaza, mais en Syrie et au Liban, il y a eu des moments plus difficiles et on a survécu, mais ça pose certainement un grand défi par rapport à la stabilité. Pour les révolutions arabes, il
En 2011, ont suscité, et en 2012, jusqu'en 2013 peut-être, ont suscité beaucoup d'espoir parce qu'une nouvelle génération était dans les rues, parce qu'il y a toutes les aspirations de démocratisation, de liberté individuelle comme collective, parce que beaucoup de femmes ont participé et ont tenté aussi de s'imposer dans l'espace public duquel elles étaient souvent chassées ou leur présence occultée politiquement parlant, parce qu'il y a eu des artistes, de la créativité, de nouveaux récits, réécrire l'histoire, ne pas accepter l'humiliation et l'éternalisation du pouvoir politique au sein des mêmes familles et des mêmes partis et des mêmes individus. Par exemple, on parlait de la Syrie, la famille Assad. Père et fils, c'est depuis 1970. Kadhafi en Libye depuis 1969. Ben Ali en Tunisie depuis 1987. Moubarak en Égypte depuis 1981, Ali Abdallah Saleh au Yémen, on and off depuis 1978, et puis officiellement après l'unification du Yémen en 1990. Donc il était temps aussi d'en finir avec des régimes qui n'ont ni au niveau du développement économique et humain offert à des sociétés ce qu'elles méritent, avec tout le gaspillage et la corruption qui ont mené aussi à des échecs au niveau économique et au niveau du développement, ni au niveau de la question nationale et de l'indépendance ou de la libération des terres occupées, comme dans le cas syrien, ont avancé ou ont modifié la donne et la situation. Donc il était temps d'en finir. Mais malheureusement, entre le manque d'expérience politique, entre la violence inouïe qui s'est abattue sur ces gens-là, vous savez, quand on regarde un peu aussi d'un autre point de vue la violence que ces sociétés ont subie depuis de très longues années. Cela fait un siècle de violence d'une manière régulière, c'est-à-dire une violence par l'occupation étrangère, une violence par l'État d'Israël, une violence par les guerres civiles, une violence de l'oppression, une violence de l'injustice, une violence pour les femmes du patriarcat, une violence qui peut se justifier par la religion ou par le nationalisme ou par... Ces sociétés ont subi une quantité de violence et malgré cela, moi je trouve ce qui me surprend, ce n'est pas parfois les réactions qui peuvent être violentes et condamnables à toute cette violence subie, mais parfois la non-violence qui maintient les gens et qui préserve une tendresse entre les personnes concernées, un attachement à la terre, une volonté de vivre, d'offrir aux enfants une éducation meilleure que celle que la précédente génération a eue, s'investir. Je trouve ça vraiment aussi porteur toujours d'espoir dans les sociétés du Proche-Orient et de la région en général, malgré toute la violence subie. Mais cette violence-là, par rapport au court terme et le manque d'expérience et puis les interventions et les guerres internes, a fait que toutes les transitions politiques ont échoué. La dernière qui gardait encore un certain espace d'optimisme était la Tunisie. Puisqu'il y a eu moins de violence, d'ailleurs, c'était un État plus policier que militaire, et parce qu'il n'y a pas eu de guerre durant la Révolution. Malgré cela, on voit qu'il y a eu un retour de pratiques autoritaires, et ça nourrit parfois un discours culturaliste, que je peux même qualifier de raciste, qui dit que les sociétés de cette région ne méritent pas la liberté et la démocratie, elles ne sont pas prêtes. Et donc, elles ne seront jamais prêtes. Donc, on est, par notre ADN, toujours condamné à se faire tuer et à tuer de temps en temps et à accepter de vivre sous des corrompus, des médiocres et considérer que c'est la fin de l'histoire. C'est ça la leçon qui reste des printemps et des révolutions arabes, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas se laisser faire. S'ils échouent une fois, 2 fois, 3 fois, mais ils vont continuer à tenter de changer leur vie, de changer leur destin, et il reste tout le travail de documentation qui est impressionnant. Documentation juridique, documentation politique, des récits qu'on ne connaissait pas avant, une nouvelle forme d'écriture, de créativité. Il y a des diasporas qui se mobilisent, malgré la tragédie
du déplacement forcé, mais les gens qui se sont déplacés, certains se sont reconstruits et souhaitent revenir un jour pour reconstruire. Donc, on ne peut pas considérer que tout était un échec, mais la transition politique, si. C'était un échec, et un échec qu'on voit dans tous les pays qui ont connu des tentatives. Et puisque j'ai beaucoup travaillé sur la Syrie, pour moi, la chute du régime Assad reste un des meilleurs jours de ma vie, personnellement, et de la vie de millions de Syriens. Mais est-ce que, suite à cette chute, les choses se sont améliorées? Pour le moment, non. La transition, elle est très difficile. Il y a des massacres qui ont eu lieu, qui sont condamnables, des massacres confessionnels. Il y a une pratique politique qui ne respecte pas les libertés que les Syriens ont cherché à arracher d'un régime monstrueux qui a détruit leur vie pendant 54 ans. Mais ça va prendre du temps et je suis optimiste connaissant le potentiel humain syrien. Mais encore une fois, le temps, peut-être, il n'est pas en notre faveur parce qu'on veut voir cela de notre vie, de notre vécu. Mais les générations à venir ne vont pas accepter de nouveau de se mettre à genoux. Et voilà, et le peuple palestinien reste un cas pour nous tous et toutes exemplaire de courage, de détermination et d'existence sur sa propre terre. Vous venez d'entendre une rencontre avec le politiste Ziad Majed autour de la publication aux éditions La Découverte de son dernier livre, Le Proche-Orient, Miroir du Monde, comprendre le basculement en cours, enregistré à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mercredi 19 novembre 2025, et réalisé et mis en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.